c'est-à-dire refaire connaissance avec sa propre parole. Disons qu'on ne doit pas perdre de vue que nous sommes en train de parler de structure, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas perceptible et qui néanmoins nous impose des lois, nous impose ses lois. La structure en question, elle fait suite au fait qu'il y ait parole. Et c'est ce que Lacan a appelé un discours. Discours, dans son homophonie, on a déjà dit, dans son homophonie avec discontinuité. Comment fait-on avec la discontinuité dans laquelle nous sommes plongés et qui est notre seule médiation au monde, à savoir le langage et cette forme de langage incorporé qu'est la parole. Ce langage, cette médiation, cette seule médiation possible au monde, nous n'avons pas de relation immédiate au monde, eh bien, suppose l'apparition d'un enchaînement qui met en scène, en jeu, en branle, le sujet, l'ordre des signifiants, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, un reste. Et ces termes vont apparaître dans un ordre qui est un ordre logique, qui est un ordre imposé par les lois du logos. Ainsi vont toujours être enchaînés le sujet, un signifiant, un deuxième signifiant, et le reste. Cette structure, elle est tout à fait notable. On reconnaît la structure du discours du maître. Elle est tout à fait notable parce que ça n'est pas une structure au sens des structuralistes, c'est-à-dire un ensemble de relations, un réseau de relations fermé, autonome certes, mais fermé. Non, là, la structure est ouverte. Elle est ouverte parce que il n'y a pas de retour au point de départ. Il n'y a pas de retour du reste vers le sujet, dans la suite que je viens d'énumérer. Il n'y aura jamais de retour de la production ou de la perte vers l'endroit de la vérité qui est le point d'origine de tout discours. Ce sont donc des structures ouvertes, et ce sont des structures ouvertes en raison d'un impossible. Cet impossible, c'est un des noms du réel. Et c'est parce qu'il y a un impossible, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas, ou quelque chose qui ne se peut pas, on dirait, qu'il y a de la relation sociale, qu'il y a du lien social, qu'il y a de la relation, tout simplement. Il y a de la relation parce qu'il y a tout simplement un intervalle, un écart, une béance qui permet, ou qui appelle, qui demande qu'il y ait relation. S'il n'y avait pas d'écart, il y aurait adhérence, adhérence totale, unité pleine, non fissurée, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de signifiant, il n'y aurait que des enchaînements de cause à effet, il n'y aurait que des signes, voire même des signaux, c'est-à-dire que à une qualité sensible s'associe irrémédiablement un sens. C'est par exemple ce que peuvent, je suppose, éprouver les animaux quand ils sentent de la fumée. Fumée égale feu. Ça adhère. Dès qu'on rentre dans le registre de la parole, on quitte ce monde-là. Donc il y a relation parce qu'il n'y a pas adhérence. Et c'est notre condition de parlant qu'il n'y ait pas adhérence.
c'est ce qui nous permet même de parler, c'est-à-dire de ne pas confondre les mots et les choses. Sauf dans certaines structures psychiques où, où les mots deviennent des choses en elles-mêmes et se confondent avec ce qu'ils sont censés uniquement représenter. C'est ce qui nous permet de parler, et ici, c'est ce qu'on fait. C'est une deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure à propos de ce qu'il fallait pas perdre de vue, c'est qu'on essaye là de tourner autour de quelque chose qu'on n'arrivera pas à dire. Hein. On essaye de s'en rapprocher, on essaye de le cerner, on en parle, on fait des phrases euh, qui vont, euh, qui vont s'enchaîner les unes les autres, et je suis bien obligé de me laisser faire par ma propre parole pour, euh, pour me déplacer moi-même ou observer que je me suis déplacé autour de ce que j'essaye de dire, et peut-être m'en rapprocher. Mais il semble assez clair que je ne peux avoir aucune idée de ce que vous entendez de ce que je dis. Nous sommes séparés les uns des autres par cette étrange membrane qu'est le langage, de part et d'autre de laquelle, bien que nous nous regroupions autour des mêmes mots et des mêmes qualités sensibles, eh bien, pour chacun d'entre nous, elles vont s'associer aux qualités sensibles de notre histoire. Euh, nos corps n'ont pas été marqués de la même façon par les mêmes signifiants. Et quand bien même ils auraient reçu le même signifiant, je vais parler d'un bruit de klaxon par exemple, euh, ou d'une certaine qualité de lumière, leur corps, nos corps, n'auront pas été pénétrés de la même façon par ces signifiants, par ces qualités sensibles. Euh, il y a donc autre chose qui, euh, qui vient colorer, qui vient teinter euh, ma lecture du monde et votre lecture, votre entendement de ce que je suis en train de dire. Eh bien, cette autre chose, c'est précisément le reste. C'est ce que la psychanalyse lacanienne appelle l'objet petit a. Et ce reste, ce que le langage ne peut pas recouvrir, c'est justement ce qui va déterminer ma modalité de relation au monde. Puisque ce reste, on se souvient qu'il est il est de l'ordre de l'éprouvé. Je ne peux pas dire les sens par lesquels je perçois le monde. Il n'y a pas de signifiant pour dire les sens par lesquels je perçois le signifiant. La parole ne peut pas se dire elle-même. Voilà. Euh, autant de façons de dire euh, que ce reste euh, est de l'ordre d'une jouissance, d'un en plus ou d'un en moins, et que cette relation avec cette jouissance à jamais perdue et pourtant dont je ne peux pas me défaire alors que je ne l'ai jamais connue, qui va faire ma relation au monde. Cette relation, euh, c'est le fantasme. Et cette relation, donc, elle est sous-jacente au discours du maître, elle est sous-jacente à la structure qui apparaît dès qu'il y a parole. On voit cette tentative de conjonction là, du sujet avec l'objet, elle est dans les dessous. Et dans le discours de l'analyste, elle va s'inverser pour apparaître dans les dessus. C'est cette relation qui va, je ne veux pas dire être rendue apparente, parce que on est aussi au niveau du réel, c'est-à-dire que on appréhende les choses uniquement à leurs conséquences, mais, euh, mais c'est quand même par l'opération analytique que je vais pouvoir appréhender le prisme,
le filtre, d'une certaine manière, par lequel le monde se jouit en moi. Ce qui est une première voie vers la subjectivité véritable, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de s'arracher à l'empire égotique du moi pour que puisse advenir la possibilité d'un sujet. Le moi, dans la pratique analytique et dans le discours de l'analyste, c'est une instance imaginaire, c'est une instance gouvernée par l'imaginaire. On pourrait dire que le sujet est symbolique et réel, là où le moi est symbolique et imaginaire. C'est une instance imaginaire parce qu'elle se nourrit, et elle alimente, du reste, la croyance en une possible adhérence au monde. Ça veut dire que les mots et les choses pourraient s'épouser l'un l'autre, que ma rencontre avec le monde pourrait être en tout point adhérente. Alors, je dis adhérence, mais il ne faut pas confondre avec adhésion, hein. L'adhérence comprend l'adhésion et l'opposition, hein. L'opposition n'est jamais qu'une variation sur une adhérence au monde, hein. Là où le moi pense qu'un mot va le dire, le sujet, lui, sait qu'un mot ne fait que le représenter. Le moi croit à la plénitude possible de son être, ou de l'être, disons. Le sujet sait qu'il n'y a toujours déjà plus d'être. Alors, reprenons notre petite histoire de vérité. La vérité qui est aletheia, qui est voilée, qui est dans les dessous, qui va trouver deux voies d'expression, le semblant et la jouissance. Eh bien, dans le discours de l'analyste, on retrouve en position de vérité le savoir inconscient, qui est l'inconscient qui est du côté d'un Unbewusst, hein, comme le Freud l'avait appelé, c'est-à-dire d'un insu. Un insu, et on pourrait dire aussi que c'est un savoir qui échappe à la signification. C'est-à-dire que le savoir inconscient dont il s'agit ici et qui fait structure du discours de l'analyste, c'est un savoir qui procède de la libre association des signifiants entre eux, de l'autonomie du registre signifiant. C'est de ça que l'analyste est au fait, si on peut dire. C'est-à-dire que il a pu toucher la façon dont lui-même est affecté par le signifiant. La façon dont la matérialité sensible des signifiants lui traverse le corps et vient s'associer avec d'autres matérialités sensibles pour former une chaîne signifiante. C'est ce dont on fait l'épreuve dans le rêve, par exemple, hein, de l'autonomie d'association des signifiants qui me traversent, mais qui sont néanmoins ces signifiants-là qui ont eu une empreinte particulière sur mon corps à moi. Ce sera évidemment autre chose, le klaxon va dire autre chose à mon voisin. Et puis ils vont s'associer suivant des principes qui sont des principes que Freud avait repérés et identifiés comme étant la transposition, la métaphore, pardon, la transposition, la condensation et le déplacement, et que Lacan va prolonger en les associant à des principes linguistiques que sont l'inversion, la métaphore et la métonymie. Mais on voit bien dans tout ça que l'association des signifiants répond
à mon histoire, à la particularité de mon corps et à l'automatone signifiant, indépendamment de leur signification. Donc l'analyste sait comment il a été joué, comment il est joué par le signifiant. Il le sait toujours partiellement, puisque le réservoir des signifiants est à la fois incomplet et infini. Mais des lois par lesquelles il est gouverné, il est tout à fait au courant. Dire qu'il est au courant, c'est dire qu'il en a fait les preuves. Il en a fait les preuves parce que s'il est analyste, c'est qu'il a connu le terme logique de sa propre analyse. Donc on voit bien que le savoir ici dont il est question, le savoir qui structure le discours de l'analyste, ça n'est pas un savoir qui est une succession ou une accumulation de connaissances, ou un réseau de connaissances. C'est un savoir qui repose sur la libre association des signifiants entre eux, selon des règles que la psychanalyse a fait apparaître, et des règles qui vont se mettre en branle suivant l'histoire et le corps de chacun. L'analyste, dans la cure analytique, il ne parle qu'au titre des interprétations qu'il lui a données, et qui ne sont que l'écho de l'énonciation de l'analysant. L'analyste est une forme de caisse de résonance de l'énonciation de l'analysant qui, lui, est occupé par ses énoncés. Et justement, l'analyste libéré de sa propre subjectivité, parce qu'il n'y a pas de sujet à la place de l'analyste, hein, il est là justement en tant qu'objet, c'est-à-dire qu'il vient figurer ce fameux reste, et ce faisant caisse de résonance, comme je disais, disponible, une forme de palais des courants d'air, eh bien, se font entendre, se donnent en écho les signifiants qui représentent le sujet à son insu, qui représentent le sujet de l'analysant à son insu. À son insu, l'insu, évidemment, ça nous met du côté de l'Unbewusst de Freud, qui est le nom qu'il donnait à l'inconscient, hein. Ce savoir insu du sujet. Le sujet a donc la possibilité d'entendre, porté par son énonciation, les signifiants qui l'ont déterminé, les signifiants qui l'ont représenté dans son histoire, dans la chaîne des signifiants par laquelle il a été joué, par laquelle il a été parlé. Ces signifiants vont retrouver une mobilité, vont perdre le glacis, le vernis de signification dans lequel ils étaient engoncés. Redonnant de la mobilité à la chaîne signifiante, c'est le sujet lui-même qui va retrouver de la mobilité, qui va pouvoir se déplacer, refaire connaissance avec sa propre parole. On est là, oui, pas très loin de ce que Lacan décrivait comme l'éthique de la psychanalyse, c'est-à-dire l'éthique du bien-dire. Il ne s'agit pas de dire le bien, évidemment. Il s'agit encore moins du bien dit. Il ne s'agit pas de faire de belles phrases, de produire de beaux énoncés. Il s'agit non d'une éthique du bien dire, c'est-à-dire de retrouver, de redonner ses droits à l'énonciation du sujet. Parce qu'il n'y a pas de sujet sans énonciation. Le sujet, c'est le sujet du signifiant,
d'une matérialité sensible, c'est le sujet de l'énonciation. Une autre chose aussi, c'est que retrouvant de la mobilité, retrouvant sa mobilité, puisque le sujet n'est que mobilité, il est inconsistant par essence, j'ai envie de dire. Il n'est que représenté dans le langage. Retrouvant de la mobilité, il va aussi retrouver contact avec le désir. Contact, si on peut dire, puisqu'on disait qu'il n'y avait pas d'adhérence. Mais le sujet retrouve la voie du désir, on pourrait dire, justement parce que le désir, c'est ce mouvement lui-même, ce mouvement du sujet dans la chaîne signifiante, et ce mouvement de la parole lui-même, métonymique, de proche en proche, de mot en mot. Ça n'est jamais tout à fait ça. Et puis oui, on ne peut pas considérer qu'il y a du sujet chez l'analyste, pas plus qu'il n'y a d'instance totalisante ou de maître à penser. Et pour cause, parce que ce que le sujet de l'analysant, ce que l'analysant va éprouver, et ce dont il va faire l'épreuve, c'est que effectivement les signifiants de son histoire, les signifiants qui le représentent, vont être réorientés. Certains vont être abandonnés. D'autres vont être nouvellement investis. Des nouveaux signifiants vont apparaître. Mais dans toute cette nouveauté, aucun des signifiants dont on est en train de parler ne pourra se raccorder à un savoir déjà existant. Cette opération va produire un nouveau savoir pour le sujet. Le savoir analytique, pourquoi analytique? Parce qu'on peut dire que au terme de la cure analytique, du processus analytique, l'analysant ne peut plus confondre le signifiant et le signe. Il sait qu'une signification est un moment arrêté du sens, parce qu'il a repris contact avec le sens, c'est-à-dire ce renouvellement permanent qui fait justement la possibilité de la parole, qui est articulée elle-même autour d'un vide, dont elle essaye de se rapprocher, en même temps que la parole fait exister un lieu, en même temps qu'elle nous empêche de nous en approcher. Donc il n'y a pas de mot de la fin. C'est une formule lacanienne, une formulation lacanienne qui dit il n'y a pas d'autre de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garant au langage. Personne ne va venir confirmer la signification de quoi que ce soit, ou le sens que prend quoi que ce soit. Il n'y a de sens qu'au travers de la jouissance particulière du corps d'un sujet qui aura fait aussi son histoire. Il n'y a pas d'autre de l'autre, c'est encore une façon de dire qu'il n'y a pas de métalangage. Il n'y a pas de confirmation à attendre de quoi que ce soit. Et le sujet se rendra compte rapidement que c'est grâce à cette déconvenue qu'il parviendra à une véritable désaliénation, qui est en fait la désaliénation à des significations, mais qui signifie la reconnaissance de notre aliénation au langage, c'est-à-dire aux signifiants qui fonctionnent tout seuls et qui nous font jouer. Et avec ça, le sujet est seul. Le sujet est seul avec sa modalité de relation au monde. Ce qui veut dire que rencontrer un autre sujet,
c'est reconnaître en lui cette homologie de structure. Un autre sujet, c'est aussi quelqu'un qui est représenté dans l'ordre du langage, qui ne s'y trouve pas, il a beau s'y chercher, il n'y est que représenté, et qui relationne au monde par le prisme d'une modalité qui lui est propre. Cette possible relation, c'est la condition de l'amour, c'est-à-dire de deux sujets qui ne se rencontrent que par l'intermédiaire de ce qu'ils ne sont pas. En d'autres termes, le discours de l'analyste, c'est le discours de l'amour.